Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de mardi. On va faire une vidéo un peu particulière sur des prédictions. Donc 7 prédictions, je vous laisserai en trouver 3 à me mettre directement dans les commentaires. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Vous allez voir à quel point on va se galvaniser et non pas se polariser. On en avait dit certaines de prédictions qui se sont fabuleusement bien réalisées. C'était assez incroyable puisque je ne pensais pas que ça allait être autant en fait communiqué. J'aimerais qu'on en reparle ensemble et on va voir un petit peu où est-ce que Bitcoin pourrait nous emmener d'ici quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Accrochez vos ceintures, ça va être sympa. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, cryptoactif, marché traditionnel, ça fonctionne très bien. On utilise des extensions et des retracements de Fibonacci. Et on va faire un petit travail en fin de vidéo, si on a un tout petit peu de temps, pour retravailler sur ces retracements, puisque des fois il y a de la confusion entre les zones éco, première classe, zone de rechargement moyen court terme, zone de rechargement très long terme, zone de rechargement extrême. On va en reparler en fin de vidéo, on va essayer de prendre le temps de le faire ensemble. Bon, deuxième TP qui a été réalisé sur BitGet suite au trade que nous avions pris ensemble il y a quelques jours en arrière. Bravo Hermès, bravo à tous. Et à chaque fois qu'on arrive sur une zone de tech profit par rapport à des confluences et des objectifs de prix, notamment sur des moyennes mobiles 20 périodes, en hebdomadaire, partez du principe que ça réagit, évidemment. Donc c'est jamais évident d'aller les chercher et généralement ça travaille un petit peu et ce sont des zones complètement logique de prise de TP sur ce milieu de range. Il faut rappeler que 2 candles consécutives, notamment sur des bougies de volume verte. L'objectif, si on clôture dans le vert ici, vous avez 80% de chance d'aller chercher le haut du range, 73 000 $. Le dernier TP, 72 000, 73 000 $, il est juste ici, donc je ne touche plus à rien. Mes 2 TP au niveau des quantités ont été prises. Le stop à break-even, réalisé 239 $, 240 $, actuellement 428 $. Ça devrait finir grosso modo à 1000 $, sur un trade de 250 $ x4, c'est juste formidable. On verra bien si on l'a, sinon on se contentera du peu que nous avons eu x2, à peu près x2, si on venait se faire chasser, telle une poche de liquidité qui se trouve bien évidemment au sud jusqu'à preuve du contraire, aux alentours des 60 000 $. Encore, donc on fera attention, on a un stop aux alentours des 56 000 $. On devrait être protégé par pas mal de bloqueurs dynamiques, donc des moyennes mobiles, 200 périodes, 20 périodes maintenant qui a été réintégré. L'objectif c'est d'accélérer maintenant. Donc voilà, on a eu le breakout, confirmation, acceptation, hammer derrière, 2 clôtures consécutives aux-dessus de la moyenne mobile, 20 périodes, l'objectif c'est accélération à partir de maintenant. Donc est-ce que ça doit être catalysé? Non, pas du tout, juste de la chasse à la liquidité, on va pas y revenir incessamment, systématiquement, mais même si ça fait toujours plaisir de l'observer, puisqu'actuellement il n'y a pas grand-chose qui change, et on voit que les market makers ont tout le loisir d'aller chercher de la demande ici sortante, des flux de vente aux alentours, et des liquidations de short, évidemment, qui coordonnent et qui collatéralise ces sorties de capitaux. Hop, magnifique petite poussée haussière, on l'attend patiemment, on sera patient, et si vous voulez vous positionner, vous attendez quoi? Le premier arrêt, ici, qui se trouve actuellement sur les 61 000 $, tout simplement. Je vais parler de quelque chose de très important. Oui, juste avant, on peut faire un tout petit peu d'ordre flow parce que je l'ai pris de Marstouf. Honnêtement, c'est exactement ce qu'on veut voir pour information. Donc vous voyez qu'il y a encore quelques semaines en arrière ou quelques jours en arrière, on était plutôt avec des petits portefeuilles ici qui étaient plutôt très chauds. Finalement, sans être constaté qu'ils ont eu raison, puisqu'ils commencent en fait à vendre doucement dans ce petit play de range ici. Et ce sont les gros portefeuilles qui réaccumulent juste derrière, donc qui poussent actuellement le price action. Donc les grosses baleines, les baleineaux sont plutôt dans la bonne direction, et puis tous les autres sont plutôt dans la mauvaise direction puisqu'ils vendent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter, ça veut tout de même dire qu'ils prennent des profits, et je pense qu'ils ont raison de le faire, évidemment. Est-ce qu'on a suffisamment de force pour aller chercher des breakouts, des explosions, des extensions? Je pense qu'encore une fois, pour des sorties de range, il va falloir que ça soit catalysé, et actuellement, on n'a pas de catalyseur évident. Néanmoins, on a quelques échéances et on va les regarder ensemble. Et bien évidemment, merci BlackRock encore une fois, merci Fidelity. Ça devient délirant, 16 juillet encore 422 millions de dollars d'inflow du côté des ETF au comptant. BlackRock, c'est juste exceptionnel. Apparemment de l'intérêt sur ces niveaux de valorisation, que ce soit actuellement au comptant ou que ce soit également au niveau des open interest qui continuent à être croissants. Donc une forme de latéralisation, mais une belle croissance. On a rempilé près de 3 milliards de dollars supplémentaires. Il y a des vendeurs à découvert, voire beaucoup de vendeurs à découvert parce qu'on arrive sur des milieux du range à avoir des fundings négatifs. Honnêtement, si vous voulez autre chose de positif, c'est clairement ça. Bull, vous êtes très content, donc je suis très content. Si je vois en fait sur des accélérations et un retournement de momentum plutôt en faveur des acheteurs ici et qu'on a des fundings négatifs, honnêtement, que demander de plus? Je vous le dis en toute franchise. On n'a pas eu encore ce blow-off top
par rapport à des pics de liquidation massifs vis-à-vis des vendeurs à découvert. Il semblerait que le cours souhaite aller chercher les vendeurs. Ils finiront par aller les chercher et on attend en fait une grosse bougie ici de liquidation. Donc ça veut dire que ça, vous multipliez quasiment par 2 et on se donne rendez-vous à 73 000, 74 000 $. Et Hermès prendra son dernier TP et sortira près de 90% de sa position. On gardera les 5-10% supplémentaires. Et s'il y a une réintégration, on coupe tout à break-even. Et évidemment, enfin, on coupe tout sur des réintégrations de range. Basta, puisque je ne connais pas le cours. Et pourquoi pas le garder le plus longtemps possible pour un petit peu travailler, notamment vis-à-vis des frais de financement, que ce soit sur du YDX ou que ce soit sur BitGate. Vous vous rappelez, on a fait cette corrélation. 24 $ actuellement par rapport aux frais de financement. Si vous prenez du côté de BitGate, on est à 17-18 $. Vous voyez que ça se tient quand même pas mal. On parle de, pour une position à peu près à 750 $, c'est pas énorme. Après, on fera les calculs. On va essayer de le tenir le plus longtemps possible. L'objectif, c'est de tenir ce trade sur tout le cycle. Et on est revenu d'ailleurs sur Ethereum chercher une borne basse ici par rapport à notre range précédent. Regardez-le comme à quel point c'est chirurgical. On est reparti chercher notre position. Et bravo à tous les retardataires qui l'ont pris. Attention, nous sommes actuellement sur un falling wedge en construction. Vous le voyez très bien en daily, vous le voyez encore mieux en hebdomadaire. Falling wedge. L'objectif de la résolution de ce type de falling wedge, ce sont des résolutions haussières. Bonne réponse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on prend toujours les flux. Donc, comme les flux sont haussiers, la résolution est haussière. Donc, on prend toujours la tendance. On dit on est dans la tendance. Est-ce que vous considérez ceci comme un lower low ? Voilà, généralement, les falling wedge, il y a une déviation. Donc, je vous le montre comme suit. Pour moi, je confirme pas ce lower low, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, j'attendrai plutôt septembre pour avoir un magnifique lower low qui est une confluence par rapport au changement de politique monétaire vis-à-vis de la Fed, notamment avec une diminution de 0,25 points, 0,50 points du côté de Wall Street. Vous allez voir, du côté de la Fed, on l'a vu, on l'attendait depuis très très longtemps, donc ça a été complètement polarisé et validé, je pense, par les opérateurs. On va le regarder juste après. Donc je me dis qu'on peut continuer à monter, faire une petite déviation, réintégration, pour aller faire un lower low, juste ici. Ceux qui utilisent les schémas de Wyckoff parleront ici de spring. Exactement la même chose sur Bitcoin sans pour autant casser les plus bas, même si c'est toujours actualisé par rapport aux 40 000 $ vis-à-vis de ce M-top confirmé en hebdomadaire, même s'il y a une réintégration, mais on ne l'invalide pas puisqu'il faut soit une structure, soit un nouvel ATH, et derrière aller chercher en fait cette magnifique trendline baissière, là où ce sera la dernière, si vous voulez rentrer sur Ethereum, c'est un dernier moment, ce qu'on appelle des opportunités en or. Attention, je différencie les opportunités en or d'une opportunité d'une vie. Opportunité en or, elle serait ici, aux alentours de 2700, 2500 $ à peu près. Et l'opportunité d'une vie, elle serait beaucoup plus bas, dans une zone de rechargement d'achat entre les 118 et 186, voire moyenne mobile trimestrielle en 20 périodes. Moyenne mobile trimestrielle en 20 périodes, on va essayer de la récupérer. Elle se trouve ici, sur les 1700 $. Ça, c'est opportunité d'une vie. Si on y va... Il n'y a pas trop de questions à se poser, je vous le dis en toute franchise. Mais ce sera très fortement catalysé, notamment par un Black Swan. Voilà. Et on retrouvera en fait une énorme poche d'accumulation. Et croyez-le ou non, ce sera défendu. Sauf s'il y a un hack dans le protocole, s'il y a tout qui part dans tous les sens, etc. Mais bon, si on mise là-dessus, on peut se retrouver à 15 000 $ et l'avoir. Après, c'est là que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Donc on ne peut pas malheureusement parier au niveau de la cyclicité sur ce type de cataclysme. Donc il nous faudra peut-être un cataclysme extérieur. Et s'il y a un cataclysme extérieur à cette technologie-là ou à ce protocole-là, à ce moment-là, l'opportunité d'une vie, c'est les 1700 $. Mais on peut aller éventuellement aller chercher les 2007, 2005 avant cela. Donc falling wedge, résolution haussière, lower low éventuellement en attente. Moi, je le jouerai personnellement et je pourrais renforcer sur un swing. Mais on gardera éventuellement le trade en cours. Ça, on ne le bougera pas, évidemment. Ça, on le conserve, il n'y a pas de problème avec ça. C'est pour le test et c'est surtout un test de frais de financement plutôt qu'autre chose. Voilà pour ça. Première information, j'avais vraiment envie de vous en parler, elle est ici, c'est Ripple vs Asset, le clash final avant le verdict tant attendu, donc en somme l'issue du procès, positif, négatif, je vous spoil. Et ça se passe comme ça dans 95% des cas avec la SEC. C'est une transaction surmontable. Donc c'est une transaction importante qui sera très probablement décidée, un arbitrage si vous voulez, une forme de compensation par rapport à des agissements malveillants du côté de XRP qui n'ont pas respecté la loi américaine. Donc ça va être une grosse transaction, mais une transaction supportable, surmontable. Et c'est généralement comme ça que ça se passe. Franchement, on se l'a dit combien de fois en 3 ans. Ça s'est passé à peu près sur les 5 dernières fois qu'il y a eu quelque chose de ce type-là. Bon, ça s'est passé 5 fois, donc on va peut-être pas changer le truc, et puis ça s'est passé systématiquement depuis les années 70, donc je pense pas que ça soit différent aujourd'hui. On attend cette issue du procès pour septembre. Un bon catalyseur, justement. Donc,
S'ils perdent, bah tant mieux, ce sera une opportunité de dip. S'ils gagnent, je pense que ce sera pricé. Il semblerait que la majorité des insiders soient plutôt en faveur de remporter ce procès et d'annuler ou d'invalider ou de stopper le procès en cours. Donc c'est pas complètement impossible, mais en tout cas XRP réagit plutôt positivement au vu de son price action, même si toujours dans un range vis-à-vis de ces informations-là. Bitcoin, crypto polarisé aux États-Unis, politisé aux États-Unis. Après avoir longtemps qualifié d'arnaque, Trump accepte les donations de la campagne en crypto. Crypto, Bitcoin, Ethereum. On va pas aller beaucoup plus loin actuellement. Vous avez compris un peu l'idée. Toutes les planètes s'alignent doucement mais sûrement et on reste dans les clous. ETF au comptant Ethereum qui a été validé. On attend le S1 pour pouvoir le lancer. Ça peut être courant juillet, ça peut être août ou à la rentrée septembre. On s'en fiche complètement. Ça sera de toute manière fait. Il n'y aura pas de retour en arrière probable par rapport à cette décision vis-à-vis de la SEC. Et Trump, qui l'avait qualifié il y a encore quelques mois, quelques années en arrière, et ben en fait, tout simplement les accepte. Donc a été très fortement politisé, très fortement polarisé. Et même Biden s'y met également en grande pompe. Donc bravo, franchement, je suis très très surpris de l'effervescence qu'il y a eu vis-à-vis de cette politisation des cryptos. On a, je crois, été les premiers à le dire sur la chaîne, en tout cas francophone, et on est content que ça se passe. Alors je ne pensais pas que ça allait se passer d'une façon aussi puissante, mais tant mieux, j'ai envie de dire, les planètes continuent à s'aligner. De là, ça donne une transition assez naturelle par rapport à une prédiction qui va probablement se passer, et je vais vous donner un petit clin d'œil, moi, parce qu'il y en a d'autres, en fait, des états qu'on attend pour venir s'apprécier vis-à-vis de ces technologies blockchain. C'est tout simplement de renforcer un cadre juridique et de clarifier ce cadre juridique. Donc, on le voit très bien avec MiCA 2, etc., vis-à-vis de l'Europe, et on le voit très bien du côté des USA, et ça fait partie d'un cadre juridique vis-à-vis de l'ETF. Parce que l'ETF est un produit juridiquement contrôlé et très encadré, voire un des produits financiers les plus encadrés de la planète. Donc, partez du principe que c'est aussi puissant en termes d'acceptation, d'adjudication, par rapport à ce que peut proposer MiCA aujourd'hui, même si MiCA c'est plutôt d'un point de vue fiscal, d'un point de vue contrôle, d'un point de vue visibilité, d'un point de vue transparence, et les ETF, c'est plutôt un cadre juridique par rapport à une capacité à échanger ces valeurs-là entre différentes institutions ou différentes personnes, tout simplement. Ce qu'on appelle aussi des produits papier, bien évidemment. Vous avez aussi un troisième grand levier, sans parler des Émirats arabes unis, du Moyen-Orient ou éventuellement de l'Inde, c'est la Chine. Et la Chine, on le sait, elle y est déjà passée, c'est une planète formidablement qui s'est totalement alignée. La Chine revient dans la crypto par l'intermédiaire de Hong Kong. Alors évidemment que Xi Jinping ne va pas dire « vous pouvez me payer en Bitcoin si vous voulez et que je vais me faire payer les salaires en Bitcoin ». Ce serait trop facile. Mais actuellement, cette planète s'est complètement alignée et croyez-le ou non, il y a des flux de capitaux qui vont très massivement monter et se diriger, notamment vers Hong Kong, d'institutions de Chine continentale, mais pas quand on est en train de latéraliser, quand on sera en train d'exploser. C'est l'explosion qui attire de nouveaux capitaux et de nouveaux fonds. Donc pour ce coup-là, soit dit en passant, on parle de Hong Kong, je pense que toute la Chine va s'y mettre également. Donc si vous voulez une prédiction, c'est Buy in China, puis China is open, happy, Bitcoin, Ethereum et tout ce que vous voulez. Et il repartira sur un Buy China, bien évidemment, puisqu'ils le font tous les 4 ans, à quel point ils ont bien compris comment ce marché fonctionnait. Des afflux massifs. Bitcoin, Ethereum, stablecoin. Ça, on le voit très très bien ici par rapport à la rotation nette des positions. Donc Bitcoin, Ethereum, stablecoin, ils sont en flux croissant. Donc on voit une forme de range ici, même avec des sorties du côté d'Ethereum, par rapport à est-ce qu'on va avoir ou pas l'ETF, pas l'ETF. Donc ça, c'est juste avant l'ETF. Puis finalement, oui, c'est bon, l'ETF, il y est. Boum, ça revient. Tous les capitaux s'y redirigent. C'est juste formidable d'observer. C'est croissant. On est au-dessus de la neutralité, donc ça reste croissant. Il y a des capitaux qui rentrent, c'est pas encore la Bérétina, mais les capitaux rentrent, et ça on le voit très bien, de façon extrêmement rapide, du côté des stablecoins, que je vais vous retrouver juste ici. Il est ici, moi je le regarde tous les jours, très franchement, il y a ici un truc qu'il faut regarder, c'est plutôt les flux de capitaux. Je les regarde tous les jours, mais je ne sais plus, parce qu'ils sont juste ici. 152 milliards, allez, encore un petit milliard supplémentaire, il est juste là, ça continue et ça va très probablement s'accélérer. Et à chaque fois, vous voyez, par rapport à la cyclicité, on avait fait ce travail-là, notamment avec les académiciens, en regardant dans l'hyper détail, donc je vais aller beaucoup plus rapidement. Vous avez généralement un décalage par rapport à une très forte arrivée de capitaux et de flux de capitaux en septembre, voilà, donc septembre-octobre, et ça ne fait que accélérer derrière. Voilà, donc actuellement, on a eu exactement le même schéma. Ça latéralise, ça monte en palier, puis en septembre, une accélération, donc septembre 2020, ici vs septembre 2024, c'est latéral, ça monte en palier, bel afflux vis-à-vis des ETF, puis une latéralisation, donc on respire un petit peu, donc
on canalise un petit peu la pression acheteuse, et puis derrière, ça va accélérer, gros décalage en septembre, on ne change pas une équipe qui gagne, ce ne sera pas différent. On a été rejeté par rapport à cette trendline, on peut très bien aller chercher la trendline ici, donc 46 000, 43 000, peut-être 42 000 $ pour Bitcoin. C'est pas encore complètement anecdotique, donc ce qu'on veut, si vous voulez avoir votre bull run définitivement enclenché, et on parle même plus de bull run ici, on parle d'une accélération violente. À ce moment-là, il faut juste casser cette trendline. Si on casse cette trendline en hebdomadaire, bah, préparez-vous et accrochez vos ceintures parce qu'on part quasiment à zéro au niveau des stablecoins, donc 2% au niveau des stablecoins, ça veut dire que tout le reste rentre dans les cryptos. Donc accrochez vos ceintures parce que ça passe de 70 000 $ à 230 000 $ derrière Bitcoin. C'est également une prévision que j'ai prise, mais on finira là-dessus. MTGOX qui va vendre. Les Allemands qui ont fini de vendre. D'ailleurs, on a eu la news, c'est formidable, c'était en début de semaine, fin de semaine dernière. Bon, bah, MTGOX. Je vais vous montrer en fait, parce que c'est très intéressant ce qui est partagé sur Twitter par rapport à ce que ça représente MTGOX vis-à-vis de tout ce magma du côté de Bitcoin. Et on ne va pas parler de Bitcoin Cash parce que c'est anecdotique. MTGOX, c'est 140 000 Bitcoins, 139 000 Bitcoins. On parle d'un petit peu moins parce qu'on parle de transfert ici de 114 000 Bitcoins. Donc il y en a peut-être du qui a été transformé en fiat, etc. Ça représente une paille en fait, ça représente que dalle. Si vous voulez avoir une vision beaucoup plus macro, bah, c'est ça en fait que ça représente MTGOX. Donc, maintenant qu'on a eu l'information, peut-être une forme de dégradation. Alors, la dégradation, c'est toujours la vente. 50 000 bitcoins qui ont été vendus en l'espace d'une semaine du côté de l'Allemagne, bah, ça se voit au niveau de la pression. Mais vous voyez, dès que ça s'arrête, boum, ça rebondit très très fort. La pression acheteuse est prépondérante et c'est bien, ça a bien été aspiré. C'était jouable, mais malheureusement, on n'avait pas toutes les informations pour pouvoir le jouer en sûr. Et le trading, le swing trading, c'est jamais du sûr. Mais MTGOX, c'est que dalle en réalité. Donc il y aura à peu près la même chose qui pourrait se passer, qui sera très bien catalysée. Peut-être en septembre, je ne sais pas du tout. Ça ne va pas se faire d'un seul coup. Ça va se faire de façon proactive, de façon périodique, si vous voulez, vis-à-vis de MTGOX. Mais ça sera aspiré. Je vous le dis en toute franchise, ça n'enverra pas Bitcoin à 100 $. Croyez-le ou non, mais c'est clairement ce qui se passera très probablement pas. Dernière prédiction et septième, je vous laisserai me mettre les 3 prochaines prédictions. Une prédiction qu'on avait fait il y a très très longtemps. Je renforce en fait cette idée prédictive par rapport à tout ce que je vois et toutes ces planètes qui s'alignent et qui ne se désalignent pas. Donc on évite de trouver en fait des points baissiers là où il n'en existe pas. Je vois pas mal sur Twitter des personnes qui shortent sur ces milieux de range. Faites attention, c'est pas vraiment milieu de range qu'on tente de se positionner parce qu'en fait les miettes à récupérer sont beaucoup trop risquées par rapport au risque récompense. Bien évidemment, et votre stop doit être très très large. Donc j'ai pas trouvé en fait de play vendeur. Mais juste après, je vous montrerai pourquoi on trouve des play acheteurs évidemment. Donc Bitcoin devient le collatéral mondial et rentre dans la sphère des États, des fonds de pension, des fonds retraite, des fonds de l'armée. Le trésor, voilà, ça devient le collatéral des trésors américains, du trésor français, du trésor européen, du trésor asiatique, et devient en fait un collatéral de réserve de change, avec monnaie légale partout sur la planète. Ça finira très probablement par arriver, et on est en train de le préparer aujourd'hui. Et je vous montre à quoi ça devrait ressembler. On avait déjà fait ce travail-là sur un live, ça vous avait beaucoup plu. Mais comme je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent régulièrement sur la chaîne des rois du Bitcoin et qui s'abonnent, donc merci pour vous, et merci pour vos abonnements. En fait, ici, Bitcoin est quelque chose. Mais en fait, tout au début, c'était ça. Et vous savez, les révolutions, toujours en 3 étapes. D'abord, c'est une blague, après, ça fait peur, ça devient une évidence. D'abord, c'est rien du tout, c'est une blague, ensuite, ça fait peur. Et ensuite, ça devient une évidence. Bitcoin n'est rien. Bitcoin est une blague. On monte. Bitcoin est quelque chose. Ça a commencé à attirer l'œil de JP Morgan, Goldman Sachs. On en parlait déjà en 2015, pour celles et ceux qui y étaient. Puis Bitcoin est devenu un outil spéculatif pour institutionnels. Et on le sait, les institutionnels, ils sont rentrés avec force et fracas. Ils sont passés par la porte et par la fenêtre en même temps. Bitcoin est donc ici un outil spéculatif. Et aujourd'hui, dans la tête de la grande majorité des personnes, en attendant la majorité précoce qui viennent affronter ce marché très spéculatif et très volatile, ça reste un outil spéculatif, mais d'abord pour les institutionnels aujourd'hui, puisque c'est le gros aujourd'hui des flux, c'est plutôt du côté des institutionnels. Bitcoin devient une assurance. C'est une première assurance, à la fois pour le retail et les institutionnels, comme une forme de garde-fou, un petit peu à l'image de l'or, si vous voulez. Et ça, Bitcoin sera aux alentours des 250 à 500 000 $ environ, ce qui correspond un petit peu en dessous de la capitalisation de l'or à l'heure où je vous parle. Bitcoin devient une monnaie d'échange, une réserve de valeur, devient un collatéral pour des pays émergents et pour des pays tels qu'on les connaît, occidentaux, au Moyen-Orient, etc. Une vraie réserve de valeur. La cash money, si vous voulez. Il vient là pour assurer, valider et conformer les échanges internationaux.
Donc je n'ai plus confiance en ta monnaie parce que c'est du papier toilette, mais moi non plus j'ai pas confiance en ta monnaie parce que c'est du papier toilette puissance 2, mais moi c'est pas du papier toilette, toi c'est du papier toilette. Bon, on passe à Bitcoin, allez ok, on se met un smart contract, allez ok, on se met un smart contract, et c'est comme ça que ça se passera très probablement. Mais vous avez une dernière grande, si vous voulez échapper côté Bitcoin, c'est Bitcoin et la monnaie d'échange mondiale. À ce moment-là, on ne parle même plus de monnaie locale, même si elle continue très probablement à perdurer, puisque l'inflation sera complètement délirante. Et le seul, en fait, garde-fou qui permettra de perdurer le système, pas de le remplacer, mais de perdurer le système tel qu'on le connaît, c'est très probablement Bitcoin. Et celui-ci ne sera donc plus aujourd'hui quelque chose qui a une réelle valeur, mais plutôt une unité de compte. Et aujourd'hui, si je vous demande combien vaut 1 dollar, vous me dites 1 dollar vaut 1 dollar, donc c'est bien une unité de compte. Aujourd'hui, si je vous dis combien vaut un poulet, vous allez me dire 15 dollars, et bien 15 dollars vaut un poulet. Donc mes 15 dollars restent 15 dollars. Et pour celles et ceux qui pensent dès aujourd'hui que 1 Bitcoin égale 1 Bitcoin, c'est que vous avez très probablement 15 ans d'avance, donc bravo pour ça. Et si celui-ci vient à être accepté par la planète entière, eh ben, partez du principe qu'on atteindra très probablement les 5 ou 10 millions de dollars à valeur constante vis-à-vis du dollar. Voilà, unité de compte. Et après, on ne le regardera même plus parce que on s'en fichera complètement. D'ailleurs, peut-être que d'ici là, le dollar aura très probablement changé de nom encore. Vous savez, franc, nouveau franc, ancien franc. Et peut-être que l'euro sera le nouvel euro ou l'euro plus ou ce que vous voulez, un peu comme Disney+. De toute manière, on ne change pas une équipe qui gagne, on change de nom et c'est comme si c'était nouveau, mais absolument pas. Vous avez compris un petit peu l'idée. C'est pas pour tout de suite. Hein, on peut l'estimer à 15, 20 ans, peut-être 30 ans éventuellement, mais partez du principe qu'on avait déjà fait ces grands cycles de disparition et de naissance des monnaies. Et une monnaie tient depuis l'Antiquité. Hein, donc on est remonté à 5000 ans avec l'ensemble de la communauté. À peu près 250 ans. 250 ans, c'est 2039, à peu près 2042. Allez, pour être vraiment très très précis, c'est 2042 pour la fin du dollar et la dévaluation totale du dollar. Donc vous voyez qu'on a encore un petit peu de temps, mais ça peut arriver relativement vite. Et à ce moment-là, s'il vous plaît, gardez vos bitcoins. Mais les problèmes arrivent. Pourquoi les problèmes arriveront à ce moment-là? Parce que si ça devient un collatéral mondial, si ça devient une monnaie d'échange mondiale, si ça devient une unité de compte, bah partez du principe qu'on va essayer de vous le récupérer. Évidemment. Donc faites attention à ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas les donner, ça ne veut pas dire qu'il faudra les laisser, ça veut dire que la proposition qui sera faite à ce moment-là, c'est « je rachète vos bitcoins au cours que j'ai décidé ». Alors ce ne sera pas aux 60 000 dollars si le truc vaut 500 000 dollars. Généralement, il y a même une incitative, ce qu'on appelle des premiums. Si vous revenez en fait dans les années 60 par rapport au général de Gaulle, il y avait eu un premium pour le rachat de l'or pour l'effort de guerre, notamment, ou la reconstruction du pays. Donc je vous invite clairement à le réfléchir. Et aujourd'hui, est-ce que ça aurait été plus intéressant de garder son or physique plutôt que de le vendre? Partez du principe que très probablement de le vendre puis de le racheter un tout petit peu plus cher parce que c'était revenu dans le marché secondaire. Vous n'auriez pas perdu un gros premium pour être tout à fait, ou une grosse évolution au niveau de l'or à ce moment-là. Et puis, vous aurez bénéficié de toute la hausse après une adoption massive et l'accaparation en fait, de cette réserve de valeur par des institutionnels. Je finis par rapport à ce que je vous ai promis en début de vidéo par rapport aux zones de rechargement d'achat court terme, long terme, moyen terme, tout ce que vous voulez. Je vais reprendre ce travail-là, je vais essayer de prendre une charte un petit peu jolie. Voilà, allez, on va prendre celle-là, elle est pas mal, on va passer en hebdomadaire, même si je n'ai pas l'intégralité de mes... Alors, je vais faire autre chose, je vais aller là, et je vais faire une charte toute neuve. Alors ouais, vous faites ça divisé par 4, multiplié par 4, et ça revient à une charte juste magnifique, formidable. Zone de rechargement éco-classe. Extrêmement simple, vous allez chercher les bottoms générationnels, vous allez chercher les tops générationnels, et vous tracez deux zones. Première zone, zone de rechargement d'achat éco-classe, ici, proche d'une constellation d'ailleurs de moyenne mobile, et zone première classe. Vous allez me dire, Hermès, c'est impossible, ça n'ira plus jamais, etc. Oui, mais je vous dis que ça y retournera. Pour la simple et bonne raison que je vais vous montrer exactement où est-ce que nous sommes actuellement sur le cycle vis-à-vis des modèles économiques d'acceptation et d'adoption. Vous allez voir qu'on va y retourner et on va très probablement y retourner avec perte et fracas. Donc ça, c'est éco-classe, première classe. Ensuite, vous avez d'autres zones que vous pouvez passer au niveau des flux, au niveau de la tendance, si vous voulez. Donc on prend en fait le dernier bottom connu, hein, ce qu'on peut aussi appeler un bottom provisoire, ou le bottom du bear market, si vous voulez. Et là, vous avez deux zones supplémentaires, exactement les mêmes, mais ce n'est plus des éco-classes ou des premières classes. C'est des zones de rechargement d'achat moyen terme, court terme, tout simplement. Donc ici, ce n'est pas exactement la même. Voilà. C'est un autre truc qui s'appelle zone de rechargement d'achat ou zone de rechargement d'achat court terme. Vous avez celle-ci et on peut même la descendre jusqu'au 886 pour la simple raison que la
le peu de liquidité sur ces marchés. Et les cryptos aiment bien historiquement aller chercher ces 886. Donc ici, vous avez compris que c'est l'opportunité d'une vie. Hein. On est bien d'accord. Hein. Entre les 22 000 $ et les 40 000 $, c'est magnifique opportunité. Donc ici, opportunité en or, premier arrêt. Un petit peu à l'image qu'on a fait avec Ethereum. Et ici, c'est opportunité d'une vie. Toujours dans les flux. Après, invalidation. Alors, c'est quoi les invalidations? C'est si on vient casser en trimestriel sous les 15 500 $, c'est l'invalidation. Et à ce moment-là, on se prend des années dans le noir. Je vous le dis en toute franchise. Est-ce que ça va arriver? Très probablement que oui. Et oui, parce que c'est déjà arrivé. Non, c'est jamais arrivé sur les valeurs... Si, c'est arrivé sur les valeurs technologiques. Je vais vous montrer après. Vous allez voir, ça va être génial. Si jamais ça, on continue à faire des nouveaux plus hauts, à ce moment-là, vous tirez vos fibos jusqu'à temps qu'on arrive sur un top, hein, tout simplement. Hein, jusqu'à temps qu'on vienne casser quoi? Le premier arrêt, parce que le premier arrêt, c'est une première indication de changement de flux, de changement de direction, de changement de tendance, puisqu'on dit souvent que si le premier arrêt est cassé, le premier arrêt, qu'est-ce que c'est? C'est de faire une tour dans une zone de rechargement d'achat court terme, moyen terme. Vous avez compris un petit peu l'idée. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer par rapport... Et vous pouvez faire ça sur toutes les time frames, hein, parce que je m'arrête en hebdomadaire, mais on peut passer en 4 heures si vous voulez, et vous faites exactement la même chose, tout simplement. Ici, hop, pour les swings, moi je veux rentrer parce que je pense que ça va aller à 75 000 $, et vous avez le premier arrêt ici, 0,50, et zone de rechargement d'achat jusqu'au 886, 55 000 $. Là où d'ailleurs je me ferai stopper, donc vous serez ma contrepartie. Moi je me fais stopper, donc vente forcée au marché, et vous, vous achetez directement. Donc c'est pour ça que de façon complètement logique, il y a de la contrepartie dans ces zones de rechargement, et évidemment. On n'y est pas atteint ce premier arrêt, dès lors il y a encore des acheteurs qui attendent patiemment les 51 000, 52 000 $. Je pense très franchement qu'on va y aller, tout simplement, puisqu'on est bien dans ces schémas de wake-off, et pour moi ici c'est un saut et non pas un spring, et ici il y aura tout simplement un UT, voire un UTAD, pour aller chercher en fait un spring, pour aller chercher un Lepsi et une expansion. Donc là je le temporalise pour octobre-novembre. Donc si vous voulez ma prédiction, je pense qu'on ira chercher les 52 000 $ avant la fin de septembre de cette année, tout simplement. Si je prends les fractales de Joe par rapport à la span 4, il nous a donné en fait une indication, je vous la spoil, même si on le travaille de façon plus intense avec l'ensemble des académiciens. C'était pas la bonne charte, elle est juste ici, je vais vous la redonner. Est-ce que je peux la retrouver? Je ne sais plus où est-ce que je l'ai noté. On va la retrouver, ici, sur l'index. Voilà, sur l'index, pardon, sur l'index. C'est ici, par rapport à Joe, fin de mouvement, donc entre le 11 août et le je ne sais plus quand. Je vous la donne, hein, comme ça c'est cool. Voilà, 11 août et 7 septembre. Donc voilà la fin de mouvement pour Géo, ce serait à peu près là. Il travaille sur Ichimoku Kikuyo et son expertise devient redoutable. Bon, ça c'est dit, c'est plus dit. On est où? Allez, je vous le montre ensemble et vous allez voir ce qu'on peut voir. Vous avez tous en fait ce schéma-là dans la tête. Ici, on est sur une phase machin, le take-off, puis le fort sell-off, bear trap, juste là, puis les médias attention, enthousiasme, un nouveau paradigme. Et là, on est en train de faire les M-top pour aller chercher le spare. Opportunité d'une vie, vous avez compris un peu l'idée. Hein. D'accord. Bon, d'autres diront non, c'est pas ça. D'autres diront, on est plutôt là-dedans. Voilà. Ici, je sais plus trop quand... non. Ou d'autres feront ça, par exemple. Hein. Des trucs un peu comme ça. Voilà. Ici, on a un truc, take-off, bear trap. Donc, le bear trap n'est plus ici, le bear trap est ici. Et puis derrière, on va aller voir média attention, enthousiasme, etc. Bon, moi, je vous montre où est-ce qu'on est. Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre un petit peu de recul parce que cette vision, en fait, n'est pas une vision micro, mais une vision macro par rapport à des modèles d'adoption. Donc, je pense que moi, nous sommes... Ça va être violent, hein. Je vous le dis en toute franchise. Voilà où est-ce que nous sommes. Voilà, comme ça, si vous voulez ma vision, on est exactement là. Vous avez le premier take-off, première dégradation, bear market, puis ici la phase institutionnelle, puis le bear trap. Donc ici c'est un pullback, hein, bear market, mais c'est un pullback en réalité. Derrière, on va avoir les médias d'attention et on commence à les avoir. Coucou 20 minutes. États-Unis, après les avoir longtemps qualifiés d'un acte, les donations en crypto. Tout ça, ça permet d'aligner les planètes. Et on continue avec l'enthousiasme, puis le public, puis le grid, puis la diffusion et le nouveau paradigme. 4 trillions, 5, 7 trillions de dollars pour Bitcoin, donc ça fait un bon petit ratio de x5, donc x5 ça fait 250 000 $, comme ça vous avez ma prédiction, je vous la redonne en 1000, et on en reparlera et on fera les comptes à ce moment-là. Je vous donne la date, hein, donc ça a été annoncé en mai 2023, je vous donne ici pour septembre-octobre 2025, 230 000 $. Voilà, si vous n'avez pas pris de profit d'ici là, ou après ça, je vous dis bonne chance. Pourquoi? Parce qu'après derrière c'est ça qui se passe. Tout simplement. Vous avez le Lenny, vous avez le Bulltral, vous avez le retour à la normale, vous avez le fear, la capitulation et le désespoir.
Donc on viendra très probablement chercher et racler dans toute cette phase de mania, de majorité précoce, de tout ce que vous voulez, de nouveaux paradigmes, on ira racler tout le monde. Donc tous ceux qui ont investi là-dedans, dit les institutionnels. Et je dis pas là-dedans les institutionnels, je dis depuis en fait 2018, 2017, 2018, où on sait que JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock, etc., ils sont, hein. C'est pas une surprise. Donc eux, ils ont juste un peu plus de temps que nous, hein, pour pouvoir placer leurs billes. Et là, en fait, ils nous ont donné le décapsuleur. Ils ont décapsulé le truc avec les ETF. Maintenant, ça va partir. Et oui, c'est déjà arrivé. Vous prenez le S&P 500, vous allez dans les années 2000, et vous reprenez exactement... Alors, on aurait pu prendre des Amazon, si vous voulez. On aurait pu prendre autre chose. Hein, mais c'est exactement ce qui s'était passé. Voilà. Ici, magnifique bulle des années 2000. Derrière, on repère près de 70% à peu près de tout ce qu'on avait vécu précédemment. Vous prenez le Nasdaq, les valeurs technologiques, ça repartira jamais en bas, etc. On parle bien ici d'adoption, hein, d'accord ? On ne parle pas d'autre chose. On avait perdu près de 80% de la valorisation. Donc ce qui nous attend, 80%, ce qui nous attend, c'est ceci. Dès lors, si on reprend ma fractale, et je pense qu'on perdra 80%. Voilà, comme ça je vous donne ma prédiction. Je pense qu'après une phase d'expansion sur les 250, 300 000 $, peu importe, on perd 80%. Bon, on regarde ce que ça fait 80%. Hop là. Allez, retour à 40 000 $. Voilà. Et c'est drôle parce qu'on dira qu'un an plus tard ou un an et demi plus tard, ah, mais il avait raison. On est bien revenu sur le prix moyen vis-à-vis du coût du mining. 40 000 $ à peu près, 35 000 $. Donc voilà. Où est-ce qu'on va très propre. D'ailleurs, c'est une jolie confluence par rapport à cette oblique. J'adore ces trucs-là, j'adore ces confluences. C'est complètement... voilà. Donc voilà ce que j'attends pour après, à peu près octobre 2025. C'est également une de mes prédictions, mais à la fois une prédiction de prix, une expérience temporelle. Donc très probablement que ici, vous le comprenez bien, tout le monde me crachera dessus pour dire que c'est impossible. Ok, on en reparlera et je vous donne même, parce que c'est vous, je vous donne le prix du Bitcoin, donc je viens de vous le donner, 40 000 $ et je vous donne même la date, comme ça vous pouvez le noter dans votre agenda. Et alors je le valide hein, jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours la même chose. Je vous le donne ici pour septembre-octobre 2026. Allez, octobre-novembre 2026, vous avez le bottom. On sera à 40 000 $ en octobre 2026. Ça devient rigolo quand même au niveau de ces prédictions, mais étonnamment, c'est ce qui s'est passé systématiquement dans la cyclicité de Bitcoin, même par rapport à ses amplitudes. Donc plus l'amplitude sera violente, plus la baisse sera violente. Vous comprenez bien que c'est un élastique qu'on tire. Moins la hausse sera violente, plus la baisse ne sera pas violente. Vous avez compris un petit peu l'idée. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin, demain pour le live évidemment.